Hier soir, au souper, vous avez explosé. Votre ado venait de quitter la table en vous reprochant de ne jamais le comprendre et en claquant la porte de sa chambre. Votre cadette trouvait votre repas pas bon et son père avait pris sa défense. C'en était trop. Vous avez piqué une crise. Tout le monde a quitté la table fâché. Elle l'a retrouvé grognon le matin au petit déjeuner. Dès lors, question, comment rétablir l'harmonie dans votre famille? Anne-Catherine Sabas, bonjour. Bonjour. Vous avez certainement une idée puisque vous êtes psychanalyste, formatrice en communication et gestion de conflits. Vous publiez Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits aux éditions du Rocher. Quel premier conseil vous donnez à cette famille ? Alors, le premier conseil, d'essayer de ne pas s'endormir fâché. Ça, c'est très important parce que entre le moment où on quitte la table fâché après que chacun ait piqué sa petite crise et le petit déjeuner le matin, il y a toute une nuit. Et pendant cette nuit, il y a fort à parier que les membres de la famille ne vont pas très bien dormir ou alors vont être tendus ou vont être stressés. Ça, c'est important. On peut avoir une crise et revenir dessus après, même une heure après, dire écoute, on ne s'est pas entendu, on n'était pas d'accord, j'aime pas trop ce qui s'est passé, mais on va pas rester fâché, on en reparlera peut-être après, mais voilà, ne pas se coucher sur un conflit, ça c'est la première chose importante. Il faut tout de suite se reparler, sinon l'abcès va gonfler. Alors tout de suite, on n'en est pas toujours capable. À un moment donné, il y a quelqu'un qui explose. Et quand on explose, c'est qu'en général, on a beaucoup de choses sur le cœur, on a été blessé, on s'est senti attaqué, on s'est senti menacé, on en a marre que les enfants soient jamais contents, que le conjoint fasse pas de compliments, etc. Et il y a un trop-plein qui sort. Et pendant que ce trop-plein sort, on est en connexion totale avec toutes nos émotions, toutes nos souffrances, donc on est incapable de raisonner. Quand on est en colère, il y a un processus dans notre cerveau qui inhibe complètement notre raison. Donc sur le moment, c'est pas possible. Donc on peut s'autoriser à laisser un petit temps. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on claque la porte. C'est une manière instinctive de dire là j'ai besoin de quitter le terrain parce que c'est trop lourd émotionnellement. Mais on peut une demi-heure plus tard, quand la pression est retombée, dire bon allez, on fait la paix. Anne-Catherine Sabas, vous citez dans votre livre aussi Lisa, mère de famille, qui excédée de voir sa fille et son mari scraper le chignon à table, menace d'aller dîner dehors s'ils ne cessent pas immédiatement leur chamaillerie. Elle va aller au restaurant, depuis tout est plus paisible, parfois. La menace est payante, c'est ça qu'il faut retenir. Le départ, la rupture momentanée est parfois nécessaire. Alors quand on est en pleine crise, quand notre conjoint, notre enfant nous a balancé quelque chose d'absolument horrible, avec évidemment l'intention de nous faire quand même un petit peu mal, il faut être honnête, et qu'on est complètement blessé, on est incapable de réagir correctement. Ça peut être en effet une solution de prendre un temps pour décompresser, prendre un temps pour changer d'ambiance, parce que sinon on ne va pas réussir à s'en sortir. Et en effet, aller au restaurant, ça peut fonctionner. Donc ça, c'est une histoire que je raconte. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres où ça peut ne pas fonctionner aussi. Mais dans le cas de cette famille-là, ça avait fonctionné parce que les enfants se sont retrouvés à se dire, bah oui, mince, visiblement, là, elle ne nous supporte plus. C'est peut-être qu'on a fait quelque chose qui était vraiment excessif. Donc chacun a eu le temps de s'apaiser, de se regarder un petit peu et de s'apercevoir qu'il avait probablement une part de responsabilité là-dedans. Et à partir de ça, il y a un mouvement qui est possible, un mouvement vers le changement de quelque chose. Alors il faut accepter d'écouter ce que la crise a à nous dire, c'est ce que vous écrivez. Chaque crise, on devrait faire finalement son introspection. Qu'est-ce qu'on doit se demander ? On doit se demander pas mal de choses finalement, mais notre première réaction, ça va être de la refuser. On n'a pas envie, ça nous dérange. Mais si on accepte qu'elle a lieu et qu'il y a quelque chose à en tirer, il faut en effet se mettre à l'écoute. Alors à l'écoute déjà de ce qui se passe en nous à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand mon ado part en claquant la porte ? Comment je me sens ? Certains vont se sentir extrêmement tristes, d'autres vont se dire « oh là là, ça y est, j'ai un enfant qui est incapable de gérer ses émotions, qui va devenir un délinquant ». J'ai entendu une maman me dire ça il y a pas très longtemps. D'autres vont se dire « mais c'est pas possible, c'est un manque de respect, il va casser la maison, il va casser la porte ». Donc chacun va le vivre différemment. Et à partir du moment où on comprend ce qui se passe en nous, on va déjà pouvoir aussi essayer de se raisonner, de se dire « non, a priori la maison ne va pas tomber parce qu'on a claqué une porte. A priori, notre enfant ne va pas devenir un délinquant parce qu'il a dit à sa famille des horreurs en claquant la porte. » Bon, ça veut dire qu'on peut prendre le temps de relativiser. Et après, il faut évidemment se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Parce qu'une crise, c'est une pièce de théâtre ou c'est comme dans un film. Quand quelque chose se passe, mais il y a eu toute une histoire avant qui a amené à ça. Ça n'arrive pas de n'importe où finalement.
dans quel état j'étais moi avant que l'ado claque la porte. Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Dans quel état il était lui? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un conflit non résolu qui date de 2-3 jours qui a fait que là, j'ai tout sorti en bloc. Et évidemment, c'est intenable pour lui. Donc comprendre le fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous expliquez aussi que la fatigue et la mauvaise humeur du parent suffisent parfois à faire naître un conflit et que les enfants sentent notre stress et nous poussent à bout pour notre bien, en fait. Expliquez-nous. Vous savez, dans notre cerveau à chacun, il y a une programmation qui est de réussir à maintenir l'homéostasie, l'équilibre. Le cerveau, il est programmé pour ça. Il essaie de faire en sorte que tous les organes fonctionnent à peu près bien. Et entre les gens, c'est la même chose. Il y a une espèce de régulation en fait d'inconscient à inconscient, surtout au sein d'une famille où on est particulièrement reliés, on se connaît tous, qui fait qu'on va essayer justement d'éviter les crises. Et parfois, dans une famille, les parents, et c'est souvent évidemment les parents qui sont stressés parce qu'ils travaillent, ils ont des responsabilités, ils ont parfois des soucis financiers, et l'enfant le sent. L'enfant, il est en prise directe avec ses parents, il les connaît depuis qu'il est né. Donc il est en résonance émotionnelle. Il sait très bien comment les manier, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Bref, il y a une connexion d'inconscient à inconscient. Et parfois, le stress des parents est en effet insoutenable. Et l'enfant, ça le rend malade. Donc, ce n'est pas prémédité, ce n'est pas de la manipulation consciente. Mais c'est une espèce de réaction instinctive qui fait que l'enfant va vouloir soulager et donc va être insupportable, comme on dit. Alors pourquoi aussi il est insupportable? Parce qu'un enfant qui a un parent stressé, il se sent en insécurité. Un parent stressé, c'est un parent qui n'est pas disponible, qui va répondre de manière peut-être froide. Et l'enfant, c'est pas possible, ça il n'aime pas. Donc il va pousser à bout et quelque chose va pouvoir être exprimé. Parce que la crise, ça sert à ça, à exprimer ce qu'on n'a pas pu dire autrement. D'ailleurs, vous avez une vision assez positive du conflit, Anne-Catherine Sabas. Pour vous, il faut le voir comme une invitation à changer nos habitudes, transformer la crise en opportunité. C'est bien joli, mais on fait comment? Oui, alors j'aime bien comment vous dites les choses. J'ai eu une vision assez positive parce que je crois que je n'ai pas eu le choix. J'étais quelqu'un à la base qui détestait les conflits et qui avait beaucoup de mal avec et qui a dû apprendre parce que dans la vie, on est malheureusement confronté à des situations où on n'est pas d'accord avec les uns et les autres et où on en souffre. Alors comment on fait? J'ai déjà donné quelques petits éléments de réflexion. On essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui fait que là, tout à coup, on a balancé des horreurs? Est-ce que dans tout ce qu'on a dit, là, il y a des choses qui sont justifiées ou pas? Et puis surtout, c'est imaginer que cette crise est une porte vers quoi elle pourrait nous amener. Et là, quand on commence à penser à ça, on s'aperçoit que finalement, on rêverait de passer plus de temps avec notre conjoint. Alors là, c'est un chemin très intéressant parce qu'il va suffire de le mettre en place. Ça trace un chemin, en fait. Et votre famille est paisible? Elle ne l'a pas toujours été, et je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce que je me suis retrouvée famille monoparentale, alors que ce n'était pas du tout quelque chose de prévu, avec en plus un papa qui a disparu dans la nature, et des grosses blessures pour mon fils, qui n'a pas été forcément facile à gérer, et ça nous a demandé vraiment d'aller guérir, d'aller mettre de la joie là où elle avait fait défaut à un moment. Anne-Catherine Sabas, vous le dites, il faut être honnête, ce livre ne transformera pas votre mari selon vos souhaits, ne donnera pas instantanément envie à votre fille de ranger sa chambre. Pourtant, il vous amènera certainement à déposer les armes là où vous les pensiez indispensables. Ça veut dire que trop souvent, on se trompe de combat. Oui, j'aime beaucoup votre question parce que je n'arrête pas de le dire. C'est même encore pire que ça. On va voir un combat là où il n'y en a pas. Sur l'hygiène, la nourriture, le tube de dentifrice non bouché, c'est ça? Oui, par exemple, on va se retrouver à un moment donné en conflit avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on vit, parce que en effet, il ne rebouche pas le tube de dentifrice et que ça nous donne du travail en plus, parce que c'est ça aussi le fond du problème. C'est que si l'un ne le fait pas, c'est l'autre qui doit le faire. Et si vous faites 50 fois dans la journée des choses à la place de votre conjoint ou de votre enfant, votre temps est quand même drôlement utilisé pour des choses qui sont pas très drôles. Donc l'autre va devenir notre ennemi. Mais à la base, il l'est pas. À la base, il est juste quelqu'un qui était tête en l'air ou qui avait complètement oublié que le dentifrice, ça se rebouchait. Et pour résumer, la première prise de conscience qu'il nous faut avoir, c'est l'autre n'est pas notre ennemi. Donc il faut se chercher des excuses mutuellement. Alors oui, ça peut être intéressant. Il faut essayer déjà de se mettre à la place de l'autre. Il y a un proverbe, Lakota, je crois, qui dit que tu ne peux pas juger l'autre tant que tu n'as pas marché cette lune dans ses mocassins, c'est-à-dire tant que tu n'as pas été à sa place, en fait. Et ça, c'est une base de communication. Demander à l'autre, mais est-ce que tu sais pourquoi tu ne rebouches pas le tube de dentifrice? Essayer de communiquer avec l'autre comme ça, c'est lui montrer qu'on ne veut pas l'agresser. On veut comprendre, on veut résoudre les choses, et sortir de l'émotion.
faire preuve d'empathie, sortir de l'émotion. Anne-Catherine Sabas, merci beaucoup pour cet entretien. Vous êtes psychanalyste, Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits. C'est votre livre, il est paru aux éditions du Rocher. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci à vous.